Alors du coup, on va débuter. Donc je me présente, je m'appelle Lola, je travaille pour la communication d'Atmo. Aujourd'hui, donc c'est Jérôme Lebé qui va nous faire une présentation. Donc Jérôme est responsable de l'unité modélisation au sein d'Atmo Grand Est et il va nous parler donc du lien entre la modélisation de la qualité de l'air et les activités industrielles, comme vous pouvez voir sur la slide de présentation. Juste avant de commencer, un petit mot pour vous demander si vous avez des questions, de les noter dans le chat avec donc la petite icône discussion ou question-réponse que vous avez juste en bas qui s'affiche. On en prendra connaissance à la fin de la présentation et on y répondra. Vous dire aussi que le webinaire est enregistré, qui sera mis en ligne donc dans les jours qui viennent et que le lien vous sera diffusé donc lors de l'invitation du prochain jeudi de l'industrie via la newsletter. Et donc voilà, sans plus tarder, je laisse la parole à Jérôme pour la présentation. Merci Lola. Bonjour à tous. Merci de votre présence pour cette présentation donc, autour de la modélisation et des activités industrielles. Alors, en guise d'introduction, simplement repréciser ce qu'on entend par modèle. Donc, un modèle, c'est une représentation simplifiée de la réalité. Pour cela, on utilise des outils numériques de calcul qui vont nous permettre de reproduire tous les phénomènes complexes qui sont mis en jeu lorsqu'on parle de dispersion des polluants ou de réactions chimiques des polluants entre eux. Alors, les modèles, ils nous servent essentiellement pour trois grands usages dans le domaine de la qualité de l'air, que je vais détailler par la suite. Donc, tout d'abord, ils nous permettent de diagnostiquer, donc de faire un peu une photographie finalement de la qualité de l'air sur un territoire donné, et ce, en complément du dispositif de mesure. La mesure, elle est considérée comme une référence, avec une incertitude très faible. Son point faible, entre guillemets, c'est qu'elle est représentative de l'endroit où elle est réalisée, cette mesure, là où la modélisation va venir compléter par une information spatiale, donc permettre de faire une cartographie vraiment des niveaux de concentration en polluants sur le territoire. Donc voilà, ça c'est pour la partie diagnostic. Ensuite, ces outils de modélisation vont nous permettre également de faire de la scénarisation. Donc là encore, hein, je montrerai des illustrations par la suite, hein, mais scénariser, ça veut dire pouvoir se projeter sur des scénarios différents, pouvoir jouer finalement sur les paramètres d'entrée du modèle ou sur un peu les conditions d'émission, par exemple, d'un site industriel, pour voir quel va être l'impact sur la qualité de l'air et l'exposition des populations. Et enfin, troisième grande utilisation, c'est pour prévoir. Donc en général, on est sur une prévision à quelques jours de la qualité de l'air, voire dans des conditions particulières également. Ça peut être en situation post-accidentelle, donc là, j'y reviendrai également par la suite. Alors, comment fonctionne un modèle de la qualité de l'air? Donc, vous avez ici un schéma, donc avec au milieu de ce schéma, je ne sais pas si on voit mon pointeur, mais on a le moteur de calcul. Finalement, c'est ce fameux outil numérique de calcul qui intègre les équations qui régissent le fonctionnement de l'atmosphère, donc comment les polluants se dispersent, comment ils réagissent chimiquement entre eux. Ce moteur de calcul, il va être alimenté par des grands jeux de données. Voilà, tout ce qui est sur la gauche, 4 grands jeux de données. qu'Atmo Grand Est produit ou manipule, en tout cas met en forme pour pouvoir alimenter ces outils de modélisation. Donc, il y a tout d'abord ce que l'on appelle les émissions. Donc, les émissions, ce sont les quantités de polluants qui sont rejetés dans l'atmosphère par différentes activités. Hein. Il y a évidemment les activités industrielles, mais pas que. Il y a les activités liées au trafic automobile, au chauffage résidentiel et tertiaire, à l'agriculture. Voilà. Donc, ces émissions, nous disposons en interne d'une unité spécialisée, une unité émission-énergie, qui s'occupe justement d'inventorier, de calculer toutes ces émissions de manière la plus fine possible, la plus exhaustive possible sur le territoire du Grand Est, notamment sur le secteur industriel. Et ces émissions, elles vont être impactées par les conditions météorologiques. Donc, c'est le deuxième grand jeu de données qui va alimenter nos outils. On va intégrer notamment des notions de vent,
de température, d'ensoleillement, tout ce qui va pouvoir jouer sur la dispersion et des réactions chimiques des polluants entre eux. Le troisième grand jeu de données, c'est tout ce qui est relatif à l'occupation du sol, puisque voilà, la dispersion des polluants va être impactée par la topographie, selon qu'on est entre des bâtiments, qu'il y a un bâtiment qui impacte la trajectoire du panache. Donc, voilà, c'est important de rentrer ces paramètres dans l'outil de modélisation. Et enfin, quatrième grand jeu de données, c'est la mesure. Donc, je l'évoquais précédemment, la mesure qui est une référence, qui va nous permettre souvent de caler les modèles ou de les valider. Donc, on intègre ces quatre grands jeux de données dans l'outil de modélisation que l'on va paramétrer, que l'on va caler pour ensuite produire des cartographies, donc une spatialisation de la qualité de l'air sur un territoire donné. Et une fois qu'on a cette spatialisation, on va également pouvoir la croiser avec d'autres informations comme la présence de population ou d'écosystèmes. Alors, Atmo Grand Est dispose et est très outillé en termes de modélisation. C'est plus de 20 ans que Atmo Grand Est fait de la modélisation. Donc, nous avons différents types d'outils de modélisation selon un peu l'objectif qui est recherché. Nous avons des outils qui couvrent des grands territoires, puisqu'on modélise la qualité de l'air sur nos partenaires allemands du Bade-Wurtemberg, nos partenaires du Luxembourg, de la Bourgogne-Franche-Comté. Donc là, ce sont des outils de très grande échelle qui nous permettent de suivre les polluants sur des grandes distances. Nous avons également des modèles qui, par contre, nous permettent de suivre plutôt la dispersion des polluants de manière très locale, donc à proximité d'émetteurs industriels, à proximité d'une route. Donc là, nous avons plusieurs outils tels qu'ADMS Urban, qui est un peu notre outil de référence, raison pour laquelle j'ai prévu sur la slide un zoom spécifique sur cet outil, qui est développé par le CERC, qui est un organisme anglais. C'est un modèle qui a plus d'une vingtaine d'années d'expérience, d'ancienneté, on va dire, avec des mises à jour très, très régulières. C'est vraiment un système de référence qui est largement utilisé au niveau européen et qui permet de prendre en compte des phénomènes complexes, que ce soit au niveau météo, des environnements complexes, la présence de bâtiments qui vont impacter la dispersion des polluants. On peut modéliser les dépôts au sol également, et pour tout un tas de sources diverses et variées, que ce soit des sources ponctuelles, volumiques, voilà, des sources d'émissions qui peuvent être assez complexes parfois. Et donc, c'est un outil qui est, donc, je disais, largement reconnu et notamment qui est validé par le LCSQA en France, qui est le laboratoire central de sciences de la qualité de l'air, qui est notre référent technique sur tout ce qui est la science de la qualité de l'air. Alors, en complément de ces outils, au sein d'Atmo Grand Est, nous avons une unité dédiée à la modélisation. Nous sommes 6 ingénieurs donc spécialisés, avec des compétences, donc évidemment en modélisation, mais également en base de données, en statistique, en SIG, en programmation. Nous pouvons également largement nous appuyer sur une équipe émissions énergie que j'ai évoquée tout à l'heure, qui est spécialisée dans le calcul des émissions et qui est une information essentielle en l'entrée du modèle, je l'ai évoqué précédemment. Et nous disposons également de ressources informatiques très complètes avec un grand nombre de serveurs qui nous permettent de lancer des calculs souvent importants. Alors, j'ai évoqué modélisation pour diagnostiquer, prévoir, scénariser. Alors, diagnostiquer de manière récurrente. Voilà, nous produisons des cartographies qui couvrent tout le Grand Est à une résolution de 10 mètres, qui nous permettent notamment de faire remonter des informations sur l'exposition des populations. Hein, c'est un peu notre mission réglementaire. Informations que l'on transmet au niveau de notre ministère et au niveau de l'Europe, au cadre du reporting annuel. Ces outils nous permettent également donc, de répondre à des études d'impact, que ce soit dans le cadre de programmes de surveillance d'une installation, mais également dans différents plans et programmes au niveau des différents territoires, ou encore d'alimenter des études épidémiologiques. Donc voilà, l'idée, c'est vraiment d'avoir ces cartographies qui vont nous permettre d'avoir une information sur la spatialisation des niveaux, où sont-ils les plus élevés, de prioriser les enjeux, de croiser avec la présence de population pour quantifier le nombre d'habitants exposés à des niveaux proches ou en dépassement des valeurs limites réglementaires. Et donc voilà, ici vous avez quelques illustrations. Donc en haut à droite, là, les niveaux de concentration en dioxyde d'azote
sur l'année 2019, donc à 10 mètres de résolution. En bas à gauche, c'est sur le Grand Nancy en dioxyde d'azote. Au milieu, vous avez une illustration sur un site industriel qui est le site d'Aganis, sur lequel voilà, je reviendrai un peu plus en profondeur par la suite. Et en bas à droite, c'est juste un histogramme pour montrer qu'on a un suivi également de l'exposition des populations associées à ces niveaux de concentration. Alors, la modélisation pour diagnostiquer, pour prévoir, excusez-moi. Alors, pour prévoir, Atmo Grand Est alimente quotidiennement, il me manque une slide, je suis désolé, alimente quotidiennement l'expertise des prévisionnistes d'Atmo Grand Est. Donc, tous les jours, Atmo Grand Est a une mission d'information du public sur les niveaux de pollution dans l'air. Donc, les modélisations alimentent l'expertise du prévisionniste d'Atmo Grand Est qui va pouvoir quotidiennement diffuser des cartographies sur le niveau de qualité de l'air et si les niveaux sont élevés, éventuellement déclencher un épisode de pollution. Vous avez sûrement dû entendre parler de ces épisodes de pollution qui nous enquiquinent, que ce soit l'été ou l'hiver, hein, selon le polluant, qui peuvent donner lieu à des recommandations sanitaires ou comportementales, voire parfois à des mesures d'urgence qui peuvent impliquer des limitations de vitesse ou encore des restrictions en termes d'activité industrielle. Par ailleurs, je reviens donc sur la slide qui est ici présente, Atmo Grand Est est également mobilisé auprès des services de l'État, donc auprès de l'ADREAL, sur la construction d'une force d'intervention rapide. Donc c'est encore à l'état de réflexion, hein, ce n'est pas opérationnel, pour pouvoir intervenir rapidement dès lors qu'il y a eu un accident industriel, notamment en utilisant un outil qui est en cours de déploiement en interne, qui permettra de produire des cartographies donc de panache liées à l'accident en 2 heures de temps, donc bien très rapide, pour pouvoir rapidement identifier les zones d'impact maximales et, le cas échéant, aller positionner des capteurs, des analyseurs là où les retombées maximales sont évaluées. Alors, cet outil qui est en cours de déploiement s'appuie justement sur l'expertise importante d'Atmo Grand Est en modélisation et sur l'ensemble des jeux de données, et s'appuie sur les jeux de données qui sont disponibles, que ce soit en termes d'émissions et de mesures notamment. Enfin, troisième grande utilisation de la modélisation pour scénariser. Donc là, le principe est le suivant, hein, que ce soit pour une action dans le cadre d'un programme public, j'en ai cité quelques-uns ici, notamment les zones à faible émission, les plans de déplacement urbain, un projet d'aménagement routier sur le territoire, ou encore la construction ou la modification d'une installation industrielle. L'idée d'une scénarisation, c'est de pouvoir comparer un avant-après la mise en place d'une modification d'une action pour évaluer l'impact qu'aurait cette action sur la qualité de l'air et l'exposition de la population. Donc voilà, une petite illustration sur la droite où on voit une situation de référence, une situation projetée sans l'action. On peut très bien se projeter dans un état futur, par exemple 2025-2030, donc sans le projet, pour ensuite le comparer à la situation avec le projet et faire finalement une carte de différence entre les deux pour voir où sont finalement les gains, s'il y a il y a, en termes de concentration dans l'air et d'explosion des populations. Donc, je vous montrerai par la suite quelques illustrations de scénarisation industrielle. Alors justement, quelques illustrations. Une première en termes de diagnostic. Donc, vous avez ici de représenter une cartographie qui a été produite il y a quelques années autour de la coquerie de Cérémange, coquerie à proximité de laquelle on dispose d'une station qui avait enregistré des dépassements de la valeur limite réglementaire en benzène. Et donc là, voilà, l'ADREAL nous avait demandé à l'époque d'évaluer la zone de dépassement, sur quelle superficie finalement il y avait un tel dépassement, et la population exposée à ce dépassement. Donc, nous avons fait tourner nos modèles et qui nous a permis d'obtenir cette cartographie permet d'identifier donc en blanc on a la coquerie et puis typiquement les zones en rouge sont les zones qui sont c'est une échelle réglementaire, hein, une échelle de couleur réglementaire qui permet de distinguer en rouge la zone de dépassement de cette limite réglementaire que l'on a pu croiser avec la présence de population au niveau des bâtis d'habitation pour évaluer une exposition d'environ une cinquantaine d'habitants liés à l'activité du site industriel. Voilà, aujourd'hui, 2022, les niveaux sont bien redescendus.
Deuxième illustration à proximité de l'unité de valorisation énergétique d'Aganis, donc à Metz. Dans le cadre du plan de surveillance de l'UVE, il nous avait été demandé, donc par l'industriel, de faire une étude d'impact de son activité. Alors, avec l'intérêt suivant, c'était donc deux simulations, on va dire. Une première simulation uniquement en prenant en compte les émissions de l'industrie uniquement, donc en faisant fi des autres activités. Donc c'est ce qu'on voit tout à droite. Donc là, j'ai pris l'illustration des dioxydes, mais on a également suivi le NO2, le plomb, le mercure. Donc là, c'est une cartographie des retombées des dépôts en dioxyde et furane en 2016 autour du site industriel, qui sont les bâtiments qui sont en noir, qui nous permet également de distinguer, donc d'une part, on va dire les courbes d'isoconcentration. On voit les niveaux les plus élevés assez proches du site, la zone de retombée de dépôt assez proche du site, et avec la croix rouge qui simule en fait la zone de retombée ou même le point de retombée maximale des émissions de dioxyde et furane. Donc là, c'est que les émissions de l'industriel seul. Et à gauche, vous avez une autre illustration où cette fois-ci, on a fait une autre simulation, on intègre toutes les émissions, pas uniquement celles de l'industriel, mais également celles liées au trafic routier, à l'agriculture, dans tous les autres secteurs d'activité qui peuvent contribuer à l'émission de tels polluants pour montrer un petit peu finalement la contribution de l'émetteur industriel dans son environnement, où là on voyait très nettement que finalement son influence était assez modérée en comparaison par exemple, des axes routiers qui ressortent beaucoup plus que le site industriel en lui-même. Donc voilà, ça permet un petit peu de se comparer un petit peu aux autres émetteurs et puis de se comparer finalement à la réglementation s'il y en a une. Donc là, en l'occurrence, pour les dioxines et furanes, il n'y a pas de réglementation qui existe sur les dépôts, mais ça permet aussi de se caractériser par rapport à la bibliographie sur un bruit de fond rural, un bruit de fond urbain ou industriel, donc de caractériser un petit peu l'impact de l'industriel dans son environnement. Autre illustration maintenant en scénarisation, où là, cette fois-ci, c'est l'illustration d'un projet que nous avait demandé l'Adréal, où en travaillant sur le plan de protection de l'atmosphère de l'Eurométropole de Strasbourg, il y avait le souhait d'évaluer un petit peu les leviers d'action, étudier un petit peu finalement la sensibilité du territoire aux émissions de différents secteurs d'activité. Donc, on a étudié plusieurs secteurs d'activité en faisant finalement ce qu'on appelle des abattements. Donc, on a relancé le modèle en retirant, en abattant les émissions de tel ou tel secteur. Et par différence, cela nous permet de voir finalement l'impact de tel ou tel abattement sur la qualité de l'air et l'expérience des populations. Donc, on a fait des simulations en coupant complètement les émissions industrielles. Alors, évidemment, c'est aberrant, mais l'idée, c'est uniquement de voir finalement quel est le levier d'action, de quel levier d'action on dispose en termes d'action. Donc, si on coupait complètement les émissions industrielles du territoire, quelle serait la qualité de l'air? Donc, quel gain on pourrait imaginer? On a fait la même chose pour le chauffage résidentiel tertiaire, donc autour de 22%, et entre 25 et 50% pour les émissions du transport routier. Donc à droite, vous avez une illustration donc justement sur cet abattement des émissions industrielles sur le territoire, où on a les niveaux de concentration, donc en haut à gauche et en bas à gauche avec l'abattement. Donc on voit que là, en termes de par rapport à l'échelle réglementaire, on voit que l'influence n'est pas évidente. Mais si on fait une carte de différence, qui est en bas à droite, donc en bleuté, ça permet un petit peu de spatialiser où seraient les gains et finalement quelle serait leur intensité. Alors, des intensités qui sont assez modestes sur ce polluant qui est le dioxyde d'azote, puisque l'on sait que c'est surtout le trafic automobile qui est un fort contributeur à ce polluant. Donc là, voilà, en coupant de manière, comment dire, très forte les émissions de cet industriel, on arriverait à des abattements qui atteindraient environ 2 microgrammes par mètre cube au maximum sur l'Eurométropole de Strasbourg. Autre illustration de scénarisation, cette fois-ci sur une installation qui est la centrale thermique d'Ilberg à Mulhouse, où là, l'industriel nous avait demandé d'étudier l'impact de l'évolution des caractéristiques à l'émission de la chaufferie.
donc avec plusieurs scénarios. Hein. Là, j'en ai présenté qu'un seul, mais il y avait l'idée de remplacer la cheminée principale par différents émissaires qui étaient plus nombreux mais plus bas en hauteur. Donc de 46 mètres, on passait à 25 mètres de haut, tout en raccordant également cette chaufferie aux hôpitaux de la ville, donc avec une augmentation de la consommation en combustible attendue. Donc vous avez à droite comment dire, l'impact qui a été modélisé donc sur les cartographies qui sont à gauche et 3 cartographies qui sont colorées vert-jaune. Donc là, ce sont les concentrations en NO2, donc uniquement du site industriel, hein, voilà, déconnecté de toutes les autres sources d'émissions. Donc à quoi s'attendre en termes de concentration en polluants de NO2 à partir des émissions du site industriel, donc avec la situation de référence en 2017 en haut, et avec eh bien, 2 simulations au milieu et en bas, en modifiant, on va dire, les émissaires au milieu. Donc, on voit avec une légère augmentation des niveaux de concentration attendus. Et la troisième en bas, en plus, en raccordant les hôpitaux de la ville. Donc là encore, avec une augmentation de la consommation de combustible. Assez logiquement, on a une légère augmentation des niveaux de concentration dans l'air. Alors, voilà, les couleurs laissent voir plutôt une augmentation, mais en fait, les niveaux sont très faibles. Hein. On a moins de 1 microgramme par mètre cube d'augmentation. Donc voilà, c'est ce qui a permis d'alimenter, entre guillemets, l'industriel sur ces études d'impact, de montrer que voilà, l'évolution était à la hausse, comme attendu, mais de manière très modérée, en comparaison des activités d'autres secteurs, comme le routier alentour. Donc une contribution finalement assez faible dans son environnement. Et sur les cartographies de droite, donc les 2 illustrations à droite, c'est la même chose, mais cette fois-ci en différence, en comparaison entre la cartographie du milieu à gauche et celle en haut. Donc pour voir un petit peu cette fois-ci, ce n'est pas des gains, c'est l'augmentation associée à chacun des scénarios. Donc aussi bien en spatialisation de l'information qu'en intensité. Autre illustration cette fois-ci, donc il s'agit de l'installation de Haute-Pierre à Strasbourg, donc une chaufferie où l'industriel avait souhaité eh bien, valoriser la modernisation de la chaufferie, avec là encore une modification de la configuration des cheminées, donc un nombre de cheminées différents et une hauteur également différente, tout en changeant également le combustible, donc passer du gaz à de la biomasse, et également en raccordant des logements supplémentaires. Donc voilà, c'était les 3 modifications qui ont été scénarisées avec plusieurs scénarios pour un petit peu distinguer chacune des actions. Donc vous avez à droite différentes cartographies qui ont permis d'étudier cette fois-ci la contribution finalement de l'industrie dans son environnement. Donc à gauche, vous avez la contribution sur les PM10 du chauffage résidentiel aux concentrations de PM10. Et à droite, vous avez vraiment l'impact de ces actions-là sur finalement un gain sur je vais y arriver, pardon, excusez-moi, le gain attendu, donc en pourcentage de concentration en PM10 sur le chauffage, vraiment lié au chauffage. Donc on voit que ça fait des abattements qui sont quand même assez intéressants. Voilà, ça permet vraiment de valoriser finalement la modernisation du site industriel avec des gains qui pouvaient attendre par endroit, notamment au nord de Mulhouse, là où il y avait un raccordement finalement des nouveaux logements. Donc on attendait une diminution finalement des émissions individuelles de chauffage et donc une amélioration assez sensible de la qualité de l'air en PM10 sur ce secteur de l'agglomération. Donc voilà pour quelques illustrations. Maintenant, une slide pour évoquer les limites des données de modélisation. Qui dit modélisation dit incertitude. Incertitude liée au modèle en lui-même. Hein. Comme je l'ai précisé en début de présentation, un modèle permet de représenter de manière simplifiée la réalité. Donc, qui dit simplification dit nécessairement approximation et donc incertitude. Ça, c'est un premier élément, une première contribution à l'incertitude. Une deuxième contribution, ce sont les données d'entrée qui vont alimenter le modèle et qui elles-mêmes peuvent être légèrement aussi biaisées, entre guillemets, soit au niveau des paramètres à l'émission ou encore de la météorologie.
Cela étant, les modèles s'améliorent d'année en année et il y a tout un processus de calage qui est réalisé par Atmo Grand Est. Ce sont des outils que l'on manipule depuis des années. Les outils sont évidemment suivis. L'incertitude est systématiquement déterminée dès lors qu'il y a de la mesure associée, avec parfois même des campagnes de mesure qui sont réalisées spécifiquement pour évaluer nos modèles. Et puis, à côté de ça, il y a des objectifs qualité qui existent, alors qui sont encore restreints, hein, c'est vrai, au niveau de la directive européenne, au niveau européen, il y a des groupes de travail spécifiques que l'on suit pour consolider nos outils, les évaluer avec ces fameux outils qui sont développés au niveau européen. Et puis, nous suivons un référentiel technique national dans lequel il y a des critères souvent plus contraignants en termes de qualité de modélisation que ce qu'on peut avoir au niveau européen. Et nous sommes audités régulièrement par notre référent technique, qui est le LCSQA, donc le Laboratoire Central de Sciences de la Qualité de l'Air, qui vient nous auditer régulièrement justement pour s'assurer que nos outils sont consolidés, ainsi que nos jeux de données. Pour terminer, une slide pour repréciser le coût associé à une modélisation. Voilà, si vous étiez intéressé pour évaluer l'impact des activités de votre site sur la qualité de l'air, alors c'est difficile de donner un coût. Voilà, j'ai passé par une fourchette puisque il y a une grande diversité finalement de possibilités de simulation. Le coût, il dépend évidemment du nombre de simulations, donc de scénarios à réaliser, de l'objectif de l'étude. Est-ce qu'on s'intéresse uniquement aux émissions de l'industrie, ou alors est-ce qu'on s'intéresse également aux émissions des activités alentours, pour vraiment pouvoir se comparer vraiment à la réglementation. Et puis, donc, ça dépend également de la complexité du scénario. Mais voilà, parmi les projets qu'on a pu avoir ces dernières années, en général, le coût se situe entre 4 et 15 000 euros. Les données sont nécessaires, des données sont nécessaires. Donc, Atmo Grand Est dispose déjà d'un grand nombre de données, puisque nous manipulons ces outils au quotidien pour notre prévision, pour notre diagnostic. Donc, nous disposons déjà d'un grand nombre de jeux de données. Cela étant, lorsque l'on fait une étude spécifique sur les activités d'un site industriel, nous sommes preneurs de données que seul l'industriel dispose de manière précise, que ce soit en lien avec la géométrie de son site, les hauteurs de cheminée, les diamètres, tout ce qui est paramètres à l'émission, les températures d'émission, les débits à la sortie de cheminée, les profils temporels d'émission. Par contre, toutes les autres données, que ce soit les conditions météorologiques, donc nous nous rapprochons en général de Météo France, où nous avons également nos propres modèles météo, ça nous pouvons disposer de ces données-là. Tout ce qui est nature des polluants, donc phase gazeuse, particules, donc ça, nous avons les informations, les masses molaires, etc. Et tout ce qui est géographie du site, voilà, c'est des infos. Nous avons l'habitude d'avoir des bases de données déjà assez solides en interne pour avoir les informations qui vont permettre d'alimenter ces outils de modélisation. Alors, j'en ai terminé avec ma présentation. Simplement, sachez que ce jeudi midi s'inscrit dans une série de présentations. Donc là, c'était la deuxième. D'autres suivront. Je ne sais pas si Lola, je te coupe la parole. Non, ok. Et donc, voilà, vous avez ici le programme des prochaines dates qui pourraient vous intéresser. Donc là, c'était la deuxième. Et donc, d'autres s'en suivront jusqu'à la fin de l'année. Et simplement préciser également que vous avez des contacts privilégiés dès lors que vous voulez évoquer des projets en lien avec votre activité sur la qualité de l'air. Donc, vous avez ici 3 contacts identifiés pour échanger avec eux sur cette thématique. Voilà, je vous remercie et je reste à disposition si vous avez des questions. Merci Jérôme. Alors, on a une question de Madame Françoise Lacour. Comme on est en petit comité, je vais vous ouvrir le micro, Françoise, si jamais vous voulez poser votre question directement. C'est à propos de la formation des polluants secondaires. Hop. Normalement, vous pouvez activer votre micro, Françoise. Oui, bonjour, vous m'entendez? Bonjour. Oui, on vous entend. Faiblement, mais on vous entend.
Oui, très bien. En fait, c'était juste une petite question parce que c'est des questions en fait qu'on a de façon récurrente. Nous, on est industriel sur la plateforme de Carmen Saint-Avold et on nous demande régulièrement si on peut justement étudier, modéliser les interactions entre les polluants dans l'atmosphère. Mais donc, je ne parle pas de l'ozone parce que ça, vous faites déjà les cartographies de l'ozone avec les alertes ozone. Non, mais c'est vraiment les interactions entre les polluants organiques. Enfin, c'est le fameux effet cocktail dont on parle tellement souvent. Ouais. Est-ce que vos modèles de calcul, ils intègrent des interactions entre les substances ou de la formation de sous-produits, par exemple un COV qui se transformerait en formaldéhyde? Oui, tout à fait. Ouais, ouais. Donc, comme je l'ai évoqué au début de ma présentation, en fait, on dispose d'un ensemble finalement d'outils de modélisation. C'est vraiment une plateforme de modélisation qui intègre plusieurs outils. Et ces outils permettent de couvrir effectivement ce champ-là des réactions entre polluants, notamment tout ce qui est polluants secondaires, notamment au niveau. Alors, souvent, les polluants secondaires, ils se forment avec un peu d'inertie dans le temps. Donc ces polluants-là, ils sont plutôt, les réactions chimiques sont particulièrement bien prises en compte sur les modèles, on va dire, plutôt méso-échelle. Donc c'est le modèle qui couvre une grande partie de la région Grand Est. Elle intègre toutes les réactions chimiques de manière assez complète, et notamment la formation des particules secondaires, tout ce qui est en lien avec la formation de l'ozone, tout ce qui est réaction avec les composés organiques volatiles, c'est pris en compte dans cet outil-là, outil qui va alimenter nos modélisations infra, un peu en cascade, si vous voulez, un peu comme les poupées russes. On a une imbrication de outils de modélisation qui nous permettent de prendre en compte ces réactions chimiques dans nos résultats. D'accord, ok. Ben, c'est intéressant de le savoir. Ok, ben, merci. Je vous en prie. Est-ce qu'on a une autre question? Non, a priori, je crois que c'est tout bon. N'hésitez pas si jamais à vous manifester dans le chat et puis ensuite on peut ouvrir le micro. Je crois que c'est tout bon, Jérôme. Et merci à vous. Voilà. Laetitia nous dit c'était clair, merci. Parfait. Bah, écoutez, je vous souhaite une bonne après-midi. Merci. Et on vous rappelle que le webinaire a été enregistré et que vous retrouverez le replay à l'invitation donc, de la prochaine session. Et merci en tout cas d'avoir assisté à la présentation. Et puis, bon après-midi à tous. Au revoir. Merci, au revoir. Au revoir.